Je m'appelle Teuse. Et après l'autre, il répond et moissonneuse. Parce que moissonneuse, tu vois. Bref. Wow. Je- Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Le soleil par la fenêtre. Je m'appelle Mamdiara, pas Momdiara ni Mondara, non Mamdiara, M-A-M-E, trait d'union D-I-A-R-A. Oui c'est compliqué, oui c'est original, non vous n'avez pas à le retenir. Je suis étudiante en sciences politiques à Bruxelles, musulmane, souvent perdue dans mes pensées et surtout la sensation que je préfère, c'est quand en plein hiver, quand il fait gris depuis des mois, apparaît enfin sur mon visage comme un espoir, le soleil par la fenêtre. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Le soleil par la fenêtre. Ici, on a de longues conversations, on ne tire pas de conclusions et surtout, on ne finit pas nos phrases. Dans cet épisode, nous discutons de la perception de la réalité et des dangers perçus avec Emeline Motard, qui est l'invitée du jour et qui est incroyable. Elle a un sac jaune fluo mémorable et je lui ai demandé de nous expliquer sa façon si bienveillante et fine de comprendre les autres, leur vécu et leurs émotions. Dans l'élaboration de notre réflexion, on s'est demandé l'importance des dangers perçus dans l'apparition d'un trauma et dans quelles situations les traumas ne survenaient pas. On s'est dit que échanger pouvait permettre de guérir de certaines blessures et aussi d'atteindre une certaine forme de vérité. Bien sûr, nous ne détournons pas la science infuse, c'est simplement une discussion entre deux amis, une discussion authentique qu'on a voulu vous partager car on aime discuter et on aime écouter les gens discuter. J'espère que ça vous plaira et bonne écoute. Tu veux te qualifier comment? Bon, tu me poses une colle. Direct comme ça, quoi, la question. Profonde. Bon, couleur préférée? Non, Emeline. J'ai pas de couleur préférée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du rose. J'aime bien le rose, j'aime bien l'orange, j'aime bien les couleurs chaudes. D'accord, et t'as un sac jaune Et j'ai un sac chaud. qui fait ta personnalité. Et un rire soleil aussi, un rire contagieux. Mais bonjour à toutes et à tous. Me voilà en présence de Mamdiara, assise à côté de moi. Une personne rayonnante et sage. trop de flatterie. Mon orgueil, il fait toute la pièce maintenant. Avec qui nous allons avoir une discussion passionnante et j'espère que cette discussion vous parlera. Quand j'étais en examen, j'étais en train de lire du coup les philosophes Platon, Aristote et différents auteurs. et en fait, ils étaient en train de parler de la perception et c'était dur d'atteindre la réalité. Et t'as plusieurs chercheurs qui, en développant les sciences naturelles, ils se sont dit... Il y en avait un par exemple qui avait atteint toutes les connaissances théoriques au niveau physique, etc. Il avait fait tous ses diplômes, genre je sais pas quel âge il avait. Et en fait il disait qu'il avait toujours pas atteint la vérité. Il s'était dit ok donc je peux pas me fier à genre mes sens, mes 5 sens, et je peux pas me fier à ma raison pour atteindre la réalité. Et t'avais aussi l'allégorie de la caverne, je sais pas si tu connais. Et t'avais plusieurs métaphores comme ça, ou bien par exemple même Cher, donc au Sénégal, l'érudit sénégalais, tu vois qu'on avait parlé. Lui, genre, il avait étudié, du coup, c'est dans le niveau des sciences religieuses, il avait étudié toutes les sciences religieuses et il considérait qu'il avait toujours pas atteint Dieu et qu'il pouvait encore guider personne encore vers Dieu. C'est tout plein de personnes qui sont allées au bout de leur démarche pour atteindre une réalité ou une vérité, qu'elle soit religieuse ou scientifique ou autre. Et en fait, ils n'étaient pas satisfaits de ça. Et moi, ça me résonnait parce que, étant donné que je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et que je me trouve parfois dans des dilemmes où j'arrive pas à faire des choix, ou bien par exemple dans des situations du coup très ambiguës ou bien conflictuelles, c'est dur en fait parfois d'atteindre la réalité et de te dire est-ce que j'ai tout bien compris. Du coup je m'étais dit ok donc genre dans tout mon processus depuis plusieurs années je me disais donc en fait je peux pas atteindre la réalité en écoutant seulement mon cœur par exemple, ou parce que mes émotions en fait elles sont trompeuses, tu vois, la colère, les émotions elles sont trompeuses, genre mon esprit, il y a plein de choses que je maîtrise pas, tu vois, il y a plein de gens plus intelligents que moi, genre ce que je vois c'est qu'une fraction de la réalité, etc. Je me rappelle par exemple qu'au Sénégal, t'avais dit comment est-ce qu'on choisit une personne qui a plus de sagesse que nous, comment est-ce qu'on choisit quelqu'un qui est plus véridique ou qui connaît mieux que nous, tu vois, selon quels critères en fait tu peux déterminer que quelqu'un connaît la vérité. Ouais. J'avais posé cette question. Tu m'avais posé cette question, Ah oui. ouais, je dirais, j'en sais même plus. Mais c'est juste que moi déjà avec le terme vérité j'ai un peu un problème parce que la vérité c'est quoi la vérité, tu vois, déjà je pense qu'il n'y a pas de substance à la vérité, genre il n'y a pas de... si on part de la perception, ça dépend, on va dans le champ académique, la différence entre, on va dire, les sciences naturelles, c'est qu'il y a des trucs concrets, matériels, qui changent jamais, etc. Donc là on peut atteindre la vérité scientifique et tout, mais même ça on se rend compte que de toute façon elle change tout le temps, et c'est d'autant plus le cas quand
en fait, notre vie, c'est basé sur la perception, c'est basé sur les sens, c'est basé sur tous les trucs qui sont Subjectif. subjectifs. Et c'est normal parce que, enfin, en tant qu'être humain, tu peux pas ne pas voir les choses sans ta personne, quoi. Toi, t'es en paix, en fait, avec cette idée de subjectivité que toi, tu sais pas, tu sais peut-être pas, genre, concrètement, et en fait, c'est bon. Ben ouais. Parce que qu'est-ce que ça rajoute de savoir? Imagine, tu te retrouves dans une situation avec une personne, et je te dis, genre, t'as mangé ma banane. Et genre, elle est plus là dans le frigo. Et tu dis, non, j'ai pas mangé ta banane. Mais je dis, mais si t'as mangé ma banane, tu vois. Déjà, on sait même pas qui est le banane. Voilà. Et du coup, moi, je vais te dire, mais non, il y a mon instinct qui me dit ça, il y a mon cœur qui me dit ça, je le sens au fond de moi que tu t'as mangé ma banane. Ou bien, genre, je t'ai vu l'autre jour, j'ai compris, etc. Je sais que t'es comme ça. Enfin, des trucs comme ça. Où tu te trouves dans des situations où tu as pas les éléments pour comprendre. Et c'est là, du coup, que pour moi, c'est tellement facile, du coup, quand on en revient au gaslighting, où c'est tellement facile, en fait, de faire douter quelqu'un de sa propre perception, tu vois. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est une des choses que, tant qu'on avait discuté à propos de l'orgueil, c'est que toi, tu cherchais l'équilibre entre valider l'opinion de l'autre, du coup, ou bien expliquer le comportement de l'autre, lui donner une compréhension, en fait. Voilà, il a agi comme ça, il a fait telle et telle erreur, mais je peux comprendre parce que être tolérant, mais c'est pas que ça invalide ma propre perception et mes propres sensations. En fait, je pense que ça peut un peu bloquer de chercher la vérité qui, en fait, n'est pas la vérité. Enfin, Du coup, pour toi, il n'y a pas de vérité? Non. Ah, sérieux? Est-ce que la vérité en religion, c'est de dire c'est l'évidence de Dieu? Oui, par exemple. Donc, en fait, tout ça se ramène au fait que, justement, la vérité, c'est ce qui est évident pour toi. Enfin, tu vois, et après, chacun a sa vérité. Mm-hmm. C'est pas pour autant de dire que ta vérité n'est pas vraie. Mais moi, que celle de l'autre est fausse. Enfin, oui. Genre, moi, c'était un raisonnement que j'avais avant. Et j'étais en une extrême tolérance, du coup, de l'autre. En train de me dire, tout le monde, en fait, même quelqu'un qui a des opinions politiques complètement radicales et opposées aux miennes, si je prends le temps, par exemple, de questionner son parcours familial, genre son vécu, je vais pouvoir arriver à me dire et à le comprendre, et du coup à me mettre dans sa peau et à comprendre son point de vue, tu vois. Ouais. Sauf que cette extrême tolérance, en fait, elle fait que toi-même, tu deviens inconsistant. Mais je pense pas que ce soit une tolérance. C'est une tolérance intellectuelle, mais pas une tolérance morale, tu vois. Genre, tu peux comprendre et donner des raisons et vraiment et raisonner de façon juste logique, voilà. Mais c'est pas pour autant que t'acceptes moralement. Et en fait, je veux dire, c'est trop marrant parce que, en fait, je me suis fait moi la réflexion de dire dans les affaires judiciaires ou quoi, quand il y a des violences, etc. Au final, il y a quand même un jugement, même si on regarde dans l'historique de la personne, il y a tout qui peut expliquer son comportement. Au final, il y a quand même un jugement, parce que sur quoi on base le jugement, c'est sur aussi les conséquences qu'il y a et sur les actes concrets. Et même si la personne, on peut expliquer son comportement de plein de façons différentes, c'est pas pour autant qu'on tolère son comportement. Sur la partie d'islam, dans le cours qu'on a eu, le prof disait dans la charia, il y a un devoir de réparation dans la relation horizontale qu'on a avec les autres. S'il y a eu dommage, il y a un devoir de réparation. Ce jugement-là, il est basé seulement sur les conséquences. Le jugement moral, il est réservé à Dieu et personne d'autre que Dieu ne peut savoir les intentions de la personne. Et ça m'avait trop parlé. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est hyper intéressant. Parce que la question du jugement, en plus, moi, je l'ai eu récemment. Est-ce que tu vois, moi, moi, je suis musulmane, hein. Et du coup, nous, on part du principe que... Enfin, en tout cas, moi, je vais parler de moi en tant que personne et pas en tant que tout l'islam. Genre, moi, en tant que personne... genre, un peu gros. Non, du coup, moi-même, pour moi, je considère que dans notre poitrine, on a le mensonge et la vérité. Et que on a la possibilité de sentir la vérité. Tu vois que quand quelqu'un te dit un truc et que c'est vrai, tu l'entends, en fait. T'entends ça... Ça résonne en moi, c'est la vérité. Donc pour moi, il y a cette notion de vérité et de mensonge. Pour ce qui concerne le jugement, en fait, il y a seulement Dieu qui peut savoir l'intérieur de ton cœur ou l'intérieur de ton esprit, comme tu dis, tes intentions, ton parcours, etc. Du coup, pour moi, moi, du coup, je faisais la différence. On peut juger l'acte, mais pas la personne. Et du coup, par exemple, si tu voles, tu peux faire un jugement en disant, voler, c'est mal, moi, je veux pas voler, je vais pas le faire.
Mais maintenant, on va dire que t'es un sale voleur, tu dois Ouais, mourir. ouais. Ça, c'est un jugement de ta personne. Oui. Alors que, en fait, ça se trouve, t'as fait rien à manger, t'as été éduqué comme ça, on t'a jamais appris qu'il fallait pas voler. Et du coup, il y a plein de choses, et ça se trouve, t'es quelqu'un de mieux que moi, tu vois. Mhm. Donc, je peux même pas. Du coup, moi, c'est comme ça que je me dis. Et c'est un peu un des dangers, je trouve, dans la religion, ou bien dans toutes sortes de. En fait, d'idées fortes ou de paradigmes, c'est qu'il y a des gens qui vont faire la notion entre bien et mal. Mhm. Et ce qui est enfin, essentiel, en fait, pour vivre Mhm. une vie humaine. Mhm. Mais sur base de ce noir-blanc, en fait, ils vont catégoriser les gens, tu vois. Et on portait un jugement moral, en fait, de dire toi t'es mal, toi t'es bien. Et ils s'octroient le droit de faire ça. Mhm. Et moi, je trouve que c'est une approche qui est hyper agressive. Que, en fait, c'est bien pour toi-même d'avoir du caractère et toi-même te dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça j'aime pas. Ça c'est juste, ça c'est injuste. Pour les perceptions, enfin, moi c'est récemment que suite aussi à ce que t'avais dit, que genre j'ai commencé à valider, moi. En mode, bah, ça se trouve, c'est faux, factuellement, mais mon ressenti il est vrai. Ce que j'ai compris, c'est vrai. Et ce que je perçois et tout, c'est quelque chose qui vit en moi et qui résonne en moi, tu vois. Et peu importe si c'est ce qui est factuellement le cas ou non, et genre j'ai le droit de le valider. Ça m'avait tellement touché en fait, comment tu l'avais dit. Si on valide pas ses propres ressentis, c'est même pas possible, je pense, d'aller essayer de comprendre les ressentis des autres. Que justement, il faut un ancrage, genre il faut avoir être stable sur quelque chose pour pouvoir après aller réellement voir chez les autres et les comprendre réellement, je pense. Ouais, et quand même, du coup, c'est ça que je t'avais dit par message, c'est que dans mon entourage, c'est quand même une des seules personnes qui a cette finesse des émotions et cette bienveillance en fait dans l'approche des gens, d'aller voir, essayer de voir. En fait, t'es pas intrusive dans notre psychologie, mais tu vas aller essayer de comprendre en fait la psychologie de la personne. Et alors qu'il y a des gens, ils vont avoir des approches aussi très fortes, très bienveillantes et compréhensives, mais d'autres façons, tu vois. Et toi, du coup, alors j'ai envie de savoir c'est quoi. Enfin, est-ce que ça t'est propre ou bien est-ce que tu l'as hérité, on t'a éduqué avec. Enfin, c'est quoi en fait qui. Est-ce que t'as vraiment une sensibilité Enfin, moi je dirais que c'est de la psychologie, mais ça se trouve, c'est pas comme ça que ça s'appelle, tu vois. C'est juste Emeline. Super pouvoir, Emeline. Je pense pas que ce soit juste Emeline. Bah, je crois que c'est l'histoire personnelle. Et l'histoire personnelle et les personnes que j'ai rencontrées, c'est un mélange de tout, quoi. Tout le contexte de vie depuis ma naissance qui font que j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont plus parlé que d'autres. Je sais pas, j'avais une sensibilité différente je crois, des événements qui font que t'es obligé, en fait, d'être... Je pense... Enfin, d'être tourné vers la compréhension, etc. C'est ça s'est davantage développé parce que peut-être qu'il y a des moments où j'étais juste obligée pour pouvoir grandir et continuer à avancer dans la vie. Il faut un peu doser où tu mets ton énergie, en fait. Et c'est parfois plus énergivore de pas accepter quelque chose que de l'accepter, d'être dans le combat par rapport à la compréhension. Et je pense que ça se fait... Et donc, je pense que c'est un processus qui devient même automatique après, mais qui peut avoir des conséquences qui font que tu es déconnecté aussi de toi. Et ça, c'est quand justement tu es trop dans la compréhension de l'autre sans être dans ta compréhension à toi. Et donc c'est un équilibre à trouver, je pense. C'est trop intéressant, c'est vrai. Totalement ça, en fait. Parfois, t'es dans une situation d'injustice, par exemple. Pour survivre, on va dire, t'es obligé d'accepter et d'expliquer, de comprendre, même à des comportements qui peuvent pas être expliqués et qui peuvent pas être excusés. Et qu'en fait, c'est un mécanisme de survie, en fait. T'es obligé de donner des excuses parce que c'est, par exemple... enfin, c'est un cas extrême, par exemple, c'est tellement inhumain ou que tu dis c'est pas possible et du coup, ça te dépasse et donc t'es obligé pour, genre, rester sur terre et pas vriller, de donner une explication. Ouais, je comprends totalement. Je comprends totalement. Et ça se fait, je pense que ça se fait naturellement. C'est pas quelque chose de conscient, de réellement... tu te dis pas maintenant je vais trouver une excuse enfin, non, c'est juste ça fait partie du processus de la façon dont le cerveau fonctionne, etc. Enfin, je pense qu'il y a clairement des éléments à jouer dans les premières expériences de vie qui font que déjà quand tu arrives quand t'as été transporté d'un milieu à un autre, t'as déjà bah en soi quand t'as immigré d'un pays à un autre, t'es déjà déraciné. Ouais, ça, et du coup t'es déjà dans une posture où tu dois t'adapter et où tu dois comprendre ce que les autres font. Ouais.
Même au niveau inconscient. C'est pas tant l'inconscient, parce que l'inconscient il y a tellement de connotations aussi sur Ok, ce truc d'accord, que d'accord. genre... Mais c'est juste de façon plus intuitive parce que t'as Ok. pas de toute façon encore les capacités cognitives que pour te dire ah maintenant il se passe ça, ça, ça et tout. C'est juste en mode comme ça. Et je pense qu'il y a une grande partie de la vie de l'humain qui se passe comme ça. Enfin, le cerveau il est mature à 25 ans quoi. Genre, tu vois là notre cerveau il est encore malléable hein, pour l'instant. Je pense que c'est le plus gros travail des bébés et des enfants, c'est de comprendre l'environnement qui est autour d'eux. Et c'est pour ça qu'il faut doser, il faut faire attention. En fait, je pense que les adultes, ils font office de filtre pour les enfants parce qu'ils n'ont pas les capacités que pour traiter toutes les infos. Parce que justement, il y a une partie de leur cerveau qui n'est pas encore bien développée. Et s'il se passe des trucs, des traumatismes ou quoi, des choses, ben ça va impacter la façon dont tu mobilises ton cerveau. Et ça fait que parfois, il y a des infos qui ne sont pas rangées aux bons endroits. Pour toi, un événement douloureux peut être juste mis dans la case intellectuelle et pas traumatique. Je pense que si tu arrives à intégrer l'expérience avec ta pensée réfléchie, quoi, d'un truc auquel tu repenses mais sans le revivre. Ouais. Et je pense en fait c'est ça tout l'enjeu de la thérapie. Ouais. c'est de reprendre des informations, des trucs qui t'ont marqué mais où t'étais pas en mesure de les traiter ou de mettre des mots dessus ou quoi que ce soit. Et c'est d'essayer de les comprendre mais avec le cerveau réfléchi, quoi. Trop. Parce que moi, de ce que j'avais compris, du coup, c'est que quand tu te retrouves dans une situation, par exemple, d'injustice ou de danger perçu, tu as soit la possibilité de combattre, soit la possibilité de fuir, soit la possibilité de figer. Et le fait de figer, c'est là que ça va avoir un trauma, si j'ai bien compris. Parce que le fait de figer, en fait, tu vas te retrouver dans une situation d'impuissance et de passivité. C'est l'étude en fait des animaux, la somatic experiencing, ça vient des animaux. Et du coup, c'est par exemple une biche, imaginons il y a un tigre, et le tigre il arrive, et du coup la biche elle a pas la moyen de fuir, parce que voilà, elle a pas la moyen de se combattre avec le lion, du coup elle va faire la morte. Et tu vois, elle va rester passive. Et finalement, imaginons il y a un coup de feu, hop, le lion il s'en va, qu'est-ce qui va se passer? La biche elle va commencer à tourner en rond extrêmement. En fait, elle va commencer à dégager genre le stress et l'angoisse qu'elle a pas pu en fait exprimer par la fuite ou le combat. Et du coup, elle va dégager cette énergie. Mais nous, animaux civilisés, on va pas, après un événement genre traumatique, dégager cette énergie, tu vois. Et du coup, tu vas voir que par exemple, il y avait un livre, et ça m'avait tellement intéressé, c'est que tu avais eu un moment, un événement avec des enfants qui avaient été mis dans une caverne, qui a eu un accident dans une caverne avec des enfants, tu vois. Et en fait, après, ils avaient étudié quels enfants avaient été traumatisés. Et ils avaient du coup refait toute la scène, tout ce qui s'était passé pendant plusieurs heures qu'ils étaient coincés là. Finalement, ils se sont échappés. Et en fait, ils ont vu que dans le groupe, il y avait des enfants qui avaient pris une position active. Donc, ok, on va mobiliser, je vais aider celle-ci, même tout petit, tu vois, genre je vais la consoler, il faut qu'on trouve une solution. Non, t'inquiète, stressez pas, ici j'ai de l'eau, tu vois, même tout petit, genre ils avaient un instinct de on va faire quelque chose. Et puis t'en avais d'autres qui s'étaient repliés et qui étaient venus dans une forme de passivité et qui avaient subi. Et ceux-là avaient un traumatisme, donc avec des conséquences pendant de longues années. Et ceux qui avaient été actifs dans l'action, eh ben oui, ils étaient touchés par l'événement, mais ça les avait pas traumatisés. Et moi je trouve que c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est que quand tu vas en thérapie ou que tu refais ton histoire du passé ou que tu vas réfléchir à un événement, pour moi en fait tu sors de la passivité et tu deviens maître en fait de ce qui s'est passé. T'es dans une situation que t'as subie, que t'as pas choisi une injustice, et là tu reprends le contrôle et tu redeviens acteur de ta vie, tu vois. Mais ouais, trop d'accord. Ce qui provoque la blessure et tout, c'est le fait de pas pouvoir agir dans une certaine situation où t'as juste pas moyen, quoi. Ouais. Les comportements qui vont pas être adaptés, ça va être quand du coup tu vas décider d'agir, mais dans des circonstances où il faut pas agir. Genre, tu sais, par exemple, à un moment, t'as subi un truc, t'as pas réussi à combattre. Par après, dès que t'auras quelque chose qui va te faire repenser cet événement, tu vas combattre alors que, en fait... Parce que là, dans cette situation-là, t'es en capacité de combattre, mais c'est pas la situation adaptée où il faut combattre. Tout à fait, exact. Et c'est là en fait que t'as des schémas que genre ouais. Ou bien les situations d'évitement. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Par exemple, oui, l'évitement ou le déni, c'est un truc de protection. En quelque sorte, pas vouloir voir la vérité, quoi. Je pense déjà qu'il faut être dans une situation où tu as les ressources que pour pouvoir déjà voir ce qui s'est passé, pour pouvoir accepter
et pas te le cacher. Et te dire ok, maintenant j'ai plus besoin du déni. Enfin, maintenant j'ai besoin de voir le truc et de l'intégrer, etc. Et du coup, le moment où tu es plus dans le déni, c'est un moment où tu as les ressources et où tu es en sécurité aussi. T'es en sécurité, ouais. C'est comme ça que, par exemple, j'avais déjà parlé avec d'autres personnes qui me disaient oui, genre j'ai vécu ça, c'était horrible. Et c'est fou ça, c'est que tu peux vivre des trucs atroces, mais que sur le moment, en fait, ça t'attend pas. Mais c'est tellement lié à la perception, genre, enfin, Ouais. en fait c'est juste ça, c'est en mode, c'est le danger qui est perçu, qui est traumatisant, c'est pas le fait. Quoi, donc ils ont vécu des trucs horribles. Du coup, ils étaient dans le déni. Enfin, même s'ils vivaient, genre, on va dire, heureux, voilà, pendant des années, ils vivaient en fait une dissonance intérieure. Ça veut dire qu'entre ce que ta perception de ton cœur, il te dit c'est injuste par exemple, c'est pas bien, etc. Mais ton psychique, pour accepter la situation, est dans le déni. T'es comme coupé de toi-même parce que tu n'arrives pas à accepter un événement qui est dur, mais t'es obligé de l'accepter. Et du coup, t'as une dissonance intérieure entre ce que t'acceptes intérieurement et ce que t'acceptes factuellement. Et c'est là, c'est genre moi, ça me fait penser en fait au silence. C'est qu'une situation que je vais pas parler, en fait, elle va pas me toucher. Et c'est que quand je vais la verbaliser, que genre j'ai la voix qui tremble, je commence à pleurer, etc. Je sais pas garder mon calme. Mais tant que je l'ai pas verbalisé, je sais pas si dans mon inconscient c'est en mode elle n'existe pas ou en mode c'est tellement à l'intérieur de moi, c'est tellement profond qu'en fait, mais c'est que quand ça fait écho à une écoute que ça commence à me toucher, que ça existe et que la douleur existe. Et tu vois, et donc tu peux passer par exemple des années à vivre des trucs qui sont pas chouettes, qui sont injustes, etc. Des situations voilà pas cool. Mais en fait c'est au moment où tu vas en parler que la douleur elle va arriver. Ouais. Tu vois ? Ouais, de fou. Et paradoxalement, c'est aussi en parlant avec les autres que tu guéris. Ouais. Parce qu'une situation douloureuse, c'est quand tu la partages avec quelqu'un, que la personne porte ton fardeau avec toi, si elle a les épaules, et que du coup ça t'allège. Donc c'est bizarre qu'à la fois la douleur survient quand tu communiques, et aussi elle guérit quand tu communiques. Ouais. Mais c'est parce que je pense tout l'enjeu de l'adaptation, c'est de cacher la douleur. Et du coup, quand tu vas en parler, c'est-à-dire que c'est le moment justement où tu es dans un environnement en sécurité, où tu peux te permettre de ressentir la douleur, et alors là tu ressens la douleur, et après tu la soignes. Mais ça, je pense que il y en a, ils seront jamais dans un environnement assez sécurisant, etc., que pour parler de ce qu'ils ont vécu, parce que c'est trop douloureux à faire remonter. Surtout que vraiment parler, genre, c'est super conscient, enfin, ils sont jamais dans une situation où ils pourront parler de ça, et voilà, ce sera toujours enfoui, et puis... Du coup, pour toi, l'élément important, c'est la sécurité. Ouais, l'écoute... Enfin, il y a plein de trucs dans l'environnement, mais d'avoir des ressources autour de soi, et en soi, pour pouvoir commencer à faire le travail de certaines choses, quoi. Mais sur tous les plans. Sécurité, oui, de l'écoute de l'autre, des trucs juste matériels. Tu sais que tu as un endroit de loger, ou dormir, etc. Ouais, totalement. Et justement, dans moi, l'approche de la vérité, je trouve que l'échange, il joue beaucoup. Donc pour moi, il y a plusieurs étapes. Pour l'instant, c'est ça comme processus que je me suis mis. D'abord, j'écoute mon cœur, donc je valide mon cœur, vraiment. Même si c'est de la colère et que tu vas dire que c'est impulsif ou que voilà. Oui, d'accord, c'est temporaire, mais l'émotion, elle est quand même venue là. Donc il y a quelque chose à regarder. Généralement, j'aime bien laisser le temps passer pour voir quelle émotion ça va transformer, enfin, va venir après. Et ensuite, j'aime bien genre réfléchir par moi-même, mais vraiment, l'étape de ensuite discuter avec les autres et l'échange, je me rends compte que je le fais vraiment beaucoup. Que dès que j'ai un questionnement ou quoi, même si c'est de façon conceptuelle, beaucoup, pour comme ça il y a une distance, je le fais tout le temps et je trouve que l'échange, genre j'y crois vraiment au pouvoir de l'échange, que tu peux atteindre une certaine forme de, pas de vérité, mais quand même, en ayant échangé avec des gens et d'avoir réfléchi ensemble et tout. Bah, on revient au truc de la perception, mais la vérité, c'est l'ensemble de toutes les perceptions, et donc c'est pour ça que plus t'échanges, plus peut-être que tu peux atteindre la vérité. La vérité flotte. La vérité flotte, en vrai, c'est... Ouais, moi j'aime bien cette idée-là, c'est que quand on me donne une info, sinon on me l'a posée sur la table, c'est admettre que c'est une vérité, tu vois. Genre, façon clôturée, c'est la vérité. Et la mettre à gauche, par exemple, ce serait... ben, c'est un mensonge, tu vois. Donc si tu me donnes une info, je la garde dans ma main, jusqu'à ce que j'ai atteint la certitude, et alors je la dépose sur la table. Ou bien l'inverse, et alors je la dépose du côté du mensonge. Ça, c'est un processus qui peut prendre genre 10 ans.
c'est dans cette espèce de douceur de pas vouloir condamner quelque chose. Ben, si j'en ai pas la certitude ou assez d'éléments pour me dire ok, je clôture ce dossier-là, tu vois. Parce que parfois ce qu'il va faire, c'est parce que par exemple tu vas dire ok, j'ai pas la vérité entière, peut-être qu'il y a un doute, je sais pas exactement, mais avec les éléments que j'ai, par exemple, c'est mieux pour ma sécurité, ou bien c'est mieux pour telle ou telle chose, donc je suis obligée de le classer de ce côté-là, tu vois. Et ça, je trouve que c'est ce qui est le plus humble et le plus beau, c'est de dire ben j'ai pas la vérité, mais je valide mes perceptions, et pour envisager genre, les conséquences à venir, ben je vais écarter telle personne, telle situation, etc. Bon, ben alors on aura atteint un peu plus de vérité. Oui. En ayant discuté, voilà, la morale. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, on aura atteint un plus haut niveau de vérité et une plus grande perception de la vérité par notre échange sur la perception. Merci Emeline pour ce premier épisode de podcast.